Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce lundi 8 décembre. Une journée marquée en principauté par la fête de l'Immaculée Conception, jour férié à Monaco, qui vous aura peut-être permis de décorer votre sapin de Noël et de faire votre crèche. Celle que nous vous présenterons ce soir est hors norme et attise la curiosité et l'émerveillement à découvrir dans quelques instants. Tradition toujours avec la langue monégasque, ce patrimoine se transmet à l'école mais aussi de génération en génération. Sa préservation a été confiée à la commission de la langue monégasque qui a été créée par le prince Régnier III en 1982. Sa présidente Eliane Molo sera notre invitée. Puis nous parlerons sport avec du football et l'AS Monaco qui reçoit le Galatasaray demain en Ligue des Champions et les Japonais grands vainqueurs du 30e tournoi international de judo. Dans ce journal également, nous vous emmènerons dans les coulisses de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot Mabayader. Elle sera présentée au Grimaldi Forum fin décembre. Et puis nous resterons dans le domaine de la culture avec les dernières expositions à découvrir en principauté. Avec le sapin et les illuminations de Noël, la crèche est l'un des symboles de ces fêtes de fin d'année rappelant la naissance du Christ. À la chapelle des Carmes, une crèche hors norme attire tous les regards. Son décor unique avec ses milliers de pièces promet à chaque coup d'œil la surprise et l'émerveillement. Derrière tout ce travail, le Père Jésus que Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni ont rencontré. Des détails par milliers à tel point que vos yeux ne savent plus où se poser. Pourtant, cette crèche suit un véritable sens de lecture. D'un côté, le mystère de la nativité, de l'autre, à l'opposé, la figure du diable et la présence du mal. Au centre, l'attente, le temps qui passe et le rendez-vous avec le Créateur. Le Seigneur est en train de transpirer du sang au moment du Vendredi Saint. Jeudi Saint, Vendredi Saint, le moment de la Passion. Ici, nous, on est en état d'attente. Les trois apôtres sont là, qui dorment. Ils n'ont pas été capables de prier, de veiller avec le Seigneur. Donc maintenant, nous nous trouvons dans la même situation. Et qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Ou bien on dort, comme les apôtres, ou bien on prend le téléphone et on s'envoie des messages, la plupart du temps nécessaires, ou bien on prend la fuite et on échappe de la réalité. Jésus est bien né dans la crèche traditionnelle de Bethléem, mais ici la perspective s'élargit. Elle accueille des éléments plus modernes, plus proches de notre époque et même des décors issus d'autres périodes historiques. Certains détails bougent, d'autres restent figés. Tous ont été installés à la main. Aujourd'hui, son créateur est incapable de dire combien de pièces composent cette crèche hors norme. Les mathématiques ne font pas partie d'une crèche, c'est les battements du cœur qui comptent. Et l'amour qu'on y met, le dévouement, et l'intelligence aussi. Et voilà, passer des nuits entières en train d'élaborer quelque chose qui ait une signification pour les enfants, pour les adultes, pour tous les âges. Impossible pour un visiteur de passer à côté de cette crèche qui, au-delà de la foi qu'elle exprime, permet à chacun, croyant ou non, d'y trouver un sens. C'est impressionnant parce qu'elle est très riche. Et ça change tout le temps parce que le Père Jésus ajoute aussi des éléments chaque année. Et pratiquement quand on la voit, on reste vraiment émerveillé. Elle est bien, on a mis du temps et elle est très très belle. Elle est super rigolote parce que en fait ça vient pas seulement à Jésus, il y a aussi des télésièges, des dinosaures. C'est bien, c'est trop rigolo. La crèche de la chapelle des Carmes est une véritable aventure façonnée avec passion et dévouement. À l'entrée, vous trouverez un QR code qui permet d'en découvrir toute l'histoire. Voilà pour cette crèche qui émerveille aussi bien les enfants que les adultes. La principauté est un État très attaché à ses coutumes et à ses traditions, mais aussi à son patrimoine, à l'image de la langue monégasque. Elle est étudiée en classe à partir du CE2 et peut être une option au lycée. Pour assurer son avenir et sa vitalité, le prince Régnier III a créé en 1982 la commission de la langue monégasque. Elle s'est réunie dernièrement avec à sa tête une nouvelle présidente. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Eliane Molo. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous rappeler le rôle et les missions de la commission de la langue monégasque ? Oui, mais d'abord je voudrais expliquer ce qu'est une langue, parce que tout le monde n'a pas la même idée. Donc la langue a plusieurs sens. Si vous prenez le sens linguistique, toutes les langues du monde ont un schéma universel.
Donc le monégasque, le payasque et tout ce que vous voulez ont un schéma comme le français. Donc du point de vue linguistique, le monégasque est une langue vraie. Maintenant, il a le côté socio-linguistique que tout le monde regarde. Et alors, le dialecte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une langue qui a perdu. Et la langue, c'est un dialecte qui a gagné, parce que c'est toujours à l'origine un dialecte. Donc cette langue qui a gagné, eh bien, elle deviendra la langue de l'ensemble de la communauté. Le dialecte restant la langue d'une partie de la communauté. Donc ici, moi je suis linguiste, donc je la vois comme une autre langue. Elle n'est pas plus facile ou plus difficile que de faire de l'anglais ou de faire de l'espagnol ou je ne sais quelle autre langue. Merci pour cet éclairage. Et pour en revenir aux missions de la commission, quelles sont-elles? Le but de la commission remonte, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le chanoine Franzy, nous en avions discuté. Et il me disait, il faut qu'il y ait des gens qui soient comme des référents. Alors, à l'origine, la commission avait un but principal. Et ce but principal, c'était d'aider les profs de monégasque. Et puis, évidemment, lorsqu'on a commencé, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, en particulier à compléter la grammaire et les dictionnaires. Mais on a vu une tâche, c'est une tâche trop importante, le dictionnaire, on en a fait beaucoup, on s'est réunis très souvent, et on avait de la chance d'avoir tous les anciens qui parlaient encore monégasque, donc il fallait en profiter. Donc le but de la langue, c'est de bien étudier la langue, et deuxièmement, d'être un référent pour les professeurs de monégasque. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager à la tête de la commission aujourd'hui? Alors déjà, j'étais convaincue il y a très très longtemps pour faire du monégasque, parce que mon professeur à la faculté m'avait dit « Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec votre formation de linguiste et le fait que vous connaissiez le monégasque, vous êtes une des dernières à pouvoir faire quelque chose pour faire une plus grande étude du monégasque ?» Et il trouvait que les dialectes étaient importants pour retrouver un peu l'âme du pays, c'est-à-dire comment les gens réagissaient. Et la commission, eh bien, comme j'en ai beaucoup discuté avec le chanoine avant qu'il ne monte voir le prince régnier, j'étais convaincue qu'il fallait que les professeurs de monégasque ne restent pas seuls. Ça, ce n'est pas possible et il faut que tous les gens qui peuvent leur apporter quelque chose les aident. Donc moi, je me sentais vraiment là pour aider, vu ma formation et vu ma connaissance du monégasque. Oui, et cette connaissance de la langue monégasque est un atout pour endosser vos nouvelles fonctions. Quels sont d'ailleurs vos objectifs aujourd'hui à la tête de cette commission? Alors, c'est-à-dire que je ne suis pas seule, il y a 15 personnes et ce sont 15 personnes très enthousiastes. J'ai de la chance vraiment d'avoir des gens enthousiastes et qui ont des qualités complémentaires souvent. Donc il y a toute une partie de la commission qui a des qualités plus grandes que les miennes pour répandre la langue et la diffuser. Donc ce sont ces gens-là qui sont chargés en premier. Nous aiderons bien sûr pour penser à la diffusion, on va inventer. Et la deuxième, c'est de faire un grand travail linguistique et auquel les professeurs de monégasque participent bien sûr. Elles feront elles-mêmes du travail là-dedans pour que nous ayons un haut niveau et que ces professeurs disent après, puissent diffuser elles-mêmes à d'autres et faire la formation des gens qui leur succéderont, j'espère. Oui, car cette langue monégasque est un véritable lien intergénérationnel également. Merci Eliane Mollo d'avoir été notre invitée ce soir. Ouvrons une page sport à présent avec du football. Demain, à 21h, l'AS Monaco reçoit les Turcs du Galatasaray au Stade Louis II en Ligue des Champions. Un match qui intervient alors que le club de la Principauté traverse une mauvaise passe et que les Ultras de Monaco réclament le départ du directeur général Thiago Scuro. Pour l'entraîneur Sébastien Pocognoli, la meilleure des réponses est de faire un bon match demain en amenant des choses positives sur le terrain. Écoutez-le. Je pense que toutes les victoires sont nécessaires pour le moment. Et comme je dis, moi je vois toujours le verre de manière positive. Et demain, on a l'occasion de faire une belle étape dans nos objectifs. Ça, c'est la réalité.
Je ne me dis pas qu'est-ce qui se passe si on perd. Je me dis qu'est-ce qui se passe si on fait une bonne performance. Et ce sera la même chose pour le prochain match contre Marseille, et ce sera la même chose pour la Coupe. Donc voilà. Et c'est la seule manière d'évoluer positivement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est encore bien vivants aux entraînements. Les joueurs ont envie de faire changer les choses. S'ils s'entraînent bien, on travaille dur tous les jours à la Turbie pour faire changer les choses. Je ne vais pas remettre le contexte qui fait que l'instabilité sur le terrain n'a pas été facile à gérer ces dernières semaines. Mais mon rôle, c'est certainement pas d'amener plus d'insécurité dans mon discours et dans ma manière d'approcher le match, parce que je pense qu'à un moment, la ligne va se remettre sur le droit chemin et ça va se passer. Et je pense qu'il y a d'autres clubs aussi, pour le moment, qui ont des hauts et des bas. Nous, on a pour le moment des bas. Et je suis sûr qu'on va revenir sur le droit chemin. Mais la seule manière, c'est comme je dis, c'est de ne pas penser qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas nos objectifs. Qu'est-ce qui se passe si on le fait. Ça, c'est ma manière de voir les choses pour le match de demain. AS Monaco Galatasaray, c'est donc ce mardi à 21h au Stade Louis II. À la salle Gaston Médecin, pas de basket ce week-end, mais du judo. Les tatamis ont remplacé le parquet pour accueillir le tournoi international de judo de Monaco. La 30e édition a rassemblé des équipes venues d'Europe et d'Asie. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. 12 équipes étaient en lice dans le tournoi ce week-end, mais très vite, une équipe est sortie du lot, le Japon. Solides et réguliers, les judokas nippons ont dominé leurs adversaires du début à la fin en remportant tous leurs combats jusqu'en finale, où ils ont retrouvé l'Ukraine, tenante du titre. Mais largement supérieure techniquement, les Japonais leur ont infligé un 7-0 en finale, en dominant les Ukrainiens dans chaque catégorie de poids. すごい盛り上がりのある試合で、海外の強い選手とかもいて、結構ヒヤヒヤする場面が多い試合でした。いや、全く結果として良かったんですけど、本当一試合一試合集中してどうなるか分かんない試合だったんですけど、最後終わってみて7対0で良かったです。Le format du tournoi, très exigeant, impose au club d'aligner une équipe complète, de la catégorie légère à la catégorie lourde, une particularité qui contribue à la réputation internationale de cette édition monégasque. On est resté sur un format ancien, c'est-à-dire où toutes les catégories de poids sont représentées, c'est-à-dire du moins 60 à plus de 100. Et les compétitions maintenant en équipe sont par 5 catégories de poids uniquement. Et des fois ça peut être même des mixtes, il peut y avoir des filles et des garçons dans certaines compétitions. Et nous on a gardé ce format traditionnel, ça fait que tous les combattants qui viennent, on peut avoir une équipe complète du moins 60, moins 66, moins 73, moins 81, moins 90, moins de 100 et plus de 100. Donc tout le monde vient participer, et tout le monde fait, il y a 7 combattants chaque fois. Et c'est pas original, c'est ce qu'il y avait à l'origine. Donc c'est original au sens originaire. Avec cette victoire, le Japon succède à l'Ukraine et marque de son empreinte cette 30e édition anniversaire. Un tournoi qui, une fois encore, aura offert un spectacle de très haut niveau à son public. C'était le match des générations en échec. D'un côté, un champion confirmé, le Français Maxime Vachier-Lagrave. De l'autre, l'étoile montante de la discipline, le jeune Turc Yagiz Erkdogmus. Les deux joueurs se sont affrontés en principauté dans un match en 6 parties classiques organisé par la Fédération monégasque des échecs. Après des coups très disputés, c'est finalement le prodige de 14 ans qui a fait sensation et qui a sorti son épingle du jeu face au champion du monde de Blitz 2021. Les professionnels de la restauration de la Principauté se sont réunis dernièrement au Monte Carlo Bay pour un événement organisé par l'AIHM, l'Association des industries hôtelières monégasques. L'opportunité d'aborder les défis actuels du secteur dans un domaine en perpétuel changement. Vanessa Dessy et Julien Logier. Face à des coûts qui flambent depuis le Covid, les restaurateurs peinent à convaincre une clientèle méfiante, persuadée de payer trop cher pour ce qu'elle reçoit. Dans un marché saturé, bousculé par le télétravail et la montée du fast-food, les tables traditionnelles jouent leur survie. Elles doivent désormais défendre leurs tarifs, réaffirmer leurs valeurs et se réinventer pour rester visibles. Moi-même, je suis restauratrice et tous les matins, je me lève en me disant qu'est-ce que je vais inventer pour demain.
tous les jours, il faut essayer d'apporter quelque chose en faisant un bilan de la semaine dernière, en disant mais la semaine dernière, ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de l'animation, il faut changer les plats, il faut travailler avec le chef. Est-ce que c'est la décoration qui ne va pas? Est-ce qu'il faut attirer davantage le regard du client? Et tout le temps, il faut tout le temps se remettre en question. Enfin, moi, personnellement, j'adore ça, donc c'est pas gênant. Parallèlement, la pression éco-responsable s'intensifie. Produits locaux, circuits courts, réduction du gaspillage, autant d'exigences qui pèsent sur les marges. Les chefs cherchent désormais l'équilibre fragile entre engagement durable et rentabilité, sans céder sur la qualité. J'ai toujours tendance à dire qu'il ne faut pas opposer l'économie à l'écologie. Bien évidemment, on se doit d'être éco-responsable et de trouver les solutions pour faire travailler d'abord les circuits courts et permettre à nos établissements de faire travailler ce type de circuits. Bien évidemment, sur la consommation d'énergie, dans l'hôtellerie, aussi bien dans la restauration, trouver les voies, les moyens de réduire nos consommations d'énergie et sensibiliser aussi nos collaborateurs à un certain nombre de réflexes qui puissent nous mettre dans cette nouvelle dimension qui est un tourisme durable et éco-responsable. Au milieu des défis, la restauration montre une capacité rare à rebondir en ajustant ses modèles, en valorisant ses équipes et en misant sur une démarche plus responsable. Le secteur peut transformer la contrainte en opportunité. C'est une cérémonie symbolique qui marque une nouvelle étape pour plus de 400 étudiants. L'Université internationale de Monaco a récompensé samedi soir les diplômés de sa promotion 2025. Une soirée placée sous le signe de la fierté, comme vous le relatent Émilie Flamin et Arnaud Humbert. L'université, c'est fini pour ses étudiants. On est fiers, soulagés aussi d'avoir fini et d'avoir rempli cette case dans notre vie, d'avoir un Master 2. Et c'était un bel accomplissement. Oui. Mais moi j'ai adoré les études et donc pourquoi pas continuer, mais voilà. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais pause, on va déjà se développer et on verra. Après des années sur les bancs de l'école, il est l'heure pour ces jeunes d'entrer dans la vie active, même si beaucoup le sont déjà. C'est tout à fait une page qui se tourne. On a fini d'étudier il y a déjà une petite année. Donc entre-temps, j'ai trouvé un travail et que j'adore. Et je pense que l'AUM m'a beaucoup aidé à, en tout cas, trouver ce travail et de me lancer dans l'industrie du luxe. L'école est prestigieuse, oui, mais la localisation est encore mieux. On a l'opportunité de faire énormément de rencontres. Le networking est immense ce qu'on peut faire. Une fierté pour ces 430 étudiants, mais également pour l'université. C'est la fin d'un chemin. On les a accompagnés pendant plusieurs années et les voir diplômés aujourd'hui, c'est à la fois féliciter leur succès, puis aussi les envoyer à travers le monde pour être des ambassadeurs de l'école et de la principauté. On a vu des anciens qui témoignaient à travers le monde. C'est le début pour beaucoup de carrière, de réussite, de succès. Et puis c'est surtout l'élargissement de la communauté, puisque 4700 anciens aujourd'hui, et probablement dans les 7 ou 8 prochaines années le double. En 2026, l'école fête ses 40 ans, avec toujours plus de succès chaque année. Mabayadère, c'est le nom de la toute nouvelle création de Jean-Christophe Maillot qui sera présentée fin décembre au Grimaldi Forum. Le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo s'inspire d'un monument du répertoire de la danse classique créé par Marius Petipa en 1877 pour évoquer les relations humaines. José Sacré et Jean-Alexandre Dordet ont pu pénétrer dans les coulisses de cette création. And just stay here and you will just go on point with this. Qu'est-ce qu'elle est grande! Ils sont grands les danseurs maintenant. Regarde-moi ça, on a l'impression que je vais mettre des talons aiguilles. Here, and that corresponds to the first lift you do. À moins d'un mois de la création de Mabayadère, le nouveau ballet de grand format de Jean-Christophe Maillot, petite incursion à l'atelier des ballets où le chorégraphe travaille déjà sur la fin du deuxième acte. Go! Marche. Doucement. Vas-y. Moi, je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire que je me mets dans un état d'esprit, c'est-à-dire quel est le moment dramaturgique, qu'est-ce que je suis censé signifier avec mon mouvement, avec mon intention. Là, c'est le moment où, après son rêve, il s'aperçoit qu'elle est vraiment morte et donc il réalise que
il n'y a pas de retour en arrière possible, donc il y a une dimension de désespoir, il y a une dimension de colère, il y a une dimension de frustration. Et là, j'ai 1 minute 30 pour pouvoir faire sentir ça au spectateur par rapport à ce qui se passe. Ah, loin, 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 loin! Chorégraphiquement, je ne sais jamais avant ce que je vais faire. Je le fais toujours en improvisation avec la musique et avec le danseur derrière. Et c'est un jeu de questions-réponses entre ce qu'il fait et ce que je fais. Go! Posez! Stop! Yes! Mabayadère de Jean-Christophe Maillot à l'affiche du Grimaldi Forum du 27 décembre au 4 janvier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gareth Kist. Stop, stop! Garçon, n'oubliez pas de sortir la tête. Si! Yes! Do you know the coucou suisse? Coucou, coucou! That's what I want. Hey! Restons dans le domaine de la culture avec plusieurs expositions à découvrir en décembre à Monaco, à commencer par celle proposée à l'Espace 22. Son nom, Impression de Monaco, une vision féminine. Visite guidée avec Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet. 3 artistes femmes avec leur propre approche pour offrir 3 visions différentes de leur principauté. Ludmilla, Delphine et Eba se sont rencontrées autour de leur pratique artistique et ont décidé de créer cette exposition collective singulière. Elles soulignent dans leur œuvre la beauté des paysages qui nous entourent et que l'on oublie parfois face à la routine du quotidien. Dans le premier étage de l'espace 22, on montre les vues de Monaco dans une vision très épurée, raffinée et aérée qui montre la beauté de notre principauté dans le style impressionniste, le style qu'on aborde tous les 3. C'est le fil rouge de notre exposition. Et aussi, on a 3 salles différentes avec 3 motifs différents où on trouve les jardins de Monaco avec la mimosa en fleurs, le cerisier en fleurs et aussi quelques portraits des enfants parce que les enfants, c'est notre futur, c'est le futur du pays. Une ode à la nature et au paysage de la principauté à découvrir jusqu'au 17 décembre à l'Espace 22. Et si cette exposition a vu le jour, c'est grâce aux 3 artistes qui ont découvert un musée unique en son genre à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Femme artiste du musée de Mougins est le premier musée en Europe dédié aux artistes femmes. Je vous propose d'écouter sa directrice au micro d'Alexandra Pani. Dans le musée Femmes, vous explorez 150-160 ans d'histoire de l'art, mais à travers le prisme féminin. Parce que vous démarrez avec l'art impressionnisme, vous passez par le surréalisme, art abstrait, art figuratif, et puis l'art ultra-contemporain. Donc, toutes ces toiles qui sont accrochées, ces sculptures, ces photographies, sont créées par des artistes femmes historiques et contemporains. Nous sommes un musée privé, c'est important à souligner. Notre propriétaire est le collectionneur, donc tout ce qui est dans le musée est à lui. Et c'est lui qui a cette passion en lui de soutenir les artistes femmes. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'il a grandi sa collection avec des artistes féminines. Et donc, il voulait leur donner un espace, une plateforme permanente en créant ce musée. Autre exposition à découvrir au restaurant Marius, à présent celle de David D'Alessandro. L'artiste dévoile des aquarelles en noir et blanc, mais aussi une collection inattendue de cahiers de coloriage en faveur de la protection des océans. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus. Les œuvres noir et blanc de David D'Alessandro captent l'œil par sa force brute. Jeu d'ombre, ligne tendue, ces toiles racontent l'humain sans détour. Elles figent l'émotion dans des silhouettes épurées, presque suspendues. Un univers graphique radical où chaque trait porte un poids, une histoire, une vérité. Cette exposition est une exposition d'aquarelle en noir et blanc, puisque je suis un spécialiste, je dirais, mondialement reconnu d'aquarelle. Et je présente cette exposition qui n'est pas une exposition en fait, c'est un show. Je travaille essentiellement d'après-photo, donc j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des photos. Et après, je travaille tout simplement sur du papier aquarelle avec uniquement la couleur noire, parce que le blanc n'existe pas en aquarelle, c'est le papier le blanc.
Dans ses œuvres noires et blancs, David Alessandro impose une signature graphique puissante, un style qu'il décline désormais dans des cahiers de coloriage en faveur de la protection des océans. Pages épurées, figures stylisées, espace libre, l'artiste invite chacun à entrer dans son univers et à le réinventer pour la bonne cause. Le souverain m'a commandé un cahier de coloriage destiné aux enfants de Monaco pour sensibiliser les enfants à la protection des océans. Donc ce cahier a été créé, il a déjà été mis à disposition au niveau du musée océanographique, du service pédiatrique de l'hôpital, des 2 fondations et des maternelles. Et après les fêtes de Noël, on va distribuer des cahiers de coloriage à tous les enfants scolarisés en primaire à Monaco. Prochain défi pour David D'Alessandro, un live painting à Vienne à l'occasion d'un gala caritatif en faveur des enfants atteints de maladies cardiaques. Ainsi s'achève cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc, suivi des experts foot avec Christophe Paco et Grégory Campi. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et cette tradition du chemin des crèches qui dévoile des crèches de tous les continents. Reportage d'ailleurs à découvrir dans notre édition de demain à 19h. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur le temps de demain. Le ciel restera généralement dégagé avec quelques passages nuageux par moment. Côté température, comptez autour de 10 degrés en matinée jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi. Demain, nous fêterons les Saintes Léocadie, une jeune femme originaire de Tolède en Espagne, morte en martyr pour sa foi. Un prénom qui trouve aussi son origine dans le nom d'une île grecque. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.